concept humanitaire. Comprendre les principes et valeurs pour mieux servir l'humanité, car ils sont des boussoles qui guident l'action et transforment des vies. Concept humanitaire. Encore une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir d'être avec vous pour cette édition spéciale de Concept humanitaire. Une émission délocalisée dans un lieu de savoir, d'exception, l'ICAO. Nous remercions chaleureusement les autorités universitaires pour l'accueil et l'opportunité de cet échange. Je suis Yehia Boré, rédacteur en chef de la radio Humanité et Développement, radio humanitaire dont la vocation, véritablement, est d'être un pont entre les communautés et les acteurs humanitaires, de rendre compréhensible l'action humanitaire et d'être un outil de redevabilité et de dialogue par excellence. C'est dans cet esprit qu'est née cette émission Concept humanitaire, afin de rendre accessible au plus grand nombre l'histoire, les principes et les valeurs du monde humanitaire. Pour ce premier numéro délocalisé, nous allons échanger sur le thème les principes humanitaires. Et nous allons le faire de façon pédagogique. Pédagogique parce que nous sommes dans un milieu universitaire, donc l'exercice ne se fera pas de façon scolastique. Donc, vous allez énormément apprendre de cet exercice et ce sera véritablement interactif. Comme je vous l'ai dit ce matin en entrant ici, l'émission se fera en deux phases. Une première qui consiste à échanger avec l'invité et une deuxième, et comme je l'ai dit, plus importante qui va vous donner la possibilité de pouvoir échanger en profondeur avec l'intervenant. Donc, ceci étant, nous allons continuer. Et c'est une chance pour vous aussi de pouvoir assister à cette conférence. Et comme l'a dit le doyen, la directrice de la radio Humanité et Développement, Madame Kamara Djelika Sila, a fait aussi l'ICAO. Donc, c'est un privilège pour nous, membres de l'équipe, d'être là. On se sent véritablement chez nous. Alors, pour parler de ce thème, nous avons l'honneur et le privilège d'avoir avec nous M. Moussa Badiallo, qui est le président de l'ONG AMSOD, mais pas que. Il est aussi le vice-président de la PONA, plateforme des organisations nationales actives dans l'humanitaire. C'est un homme qui est véritablement reconnu dans le domaine humanitaire, à la fois une référence et une fierté, de par son engagement, son leadership et sa constance. Je vous prie de l'acclamer, s'il vous plaît. Monsieur Diallo, bonjour et bienvenue à l'ICAO. Merci beaucoup, Monsieur Boré. Bonjour à toutes et à tous. Un plaisir d'être avec vous. Alors, Monsieur Diallo, nous avons changé carrément de décor, de cadre. Nous avons une si belle assemblée. Peut-être un mot pour introduire. Merci beaucoup, Monsieur Boré. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le doyen, l'abbé Alexis Dambélé, Messieurs les formateurs, membres du corps professoral, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, Messieurs et Mesdames les représentants de la radio HD-FM, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans cette université de référence, comme cela a été annoncé, de référence parce que c'est une université aussi qui a formé notre collègue, Mme Kamara Djelika Sila, qui est aussi une référence. Et donc, nous sommes dans une université de référence et par référence. Ça mérite quand même des applaudissements pour vous. Et aujourd'hui, effectivement, nous allons parler des principes humanitaires. En termes d'introduction, je voudrais dire que généralement, lorsque nous parlons d'action humanitaire, qu'est-ce qui nous vient tout de suite à l'esprit? On a des images fortes. On voit des sites de déplacés, on voit des camps de réfugiés, on voit des personnes qui distribuent l'assistance alimentaire, on voit des équipes de santé qui viennent en aide aux personnes qui sont malades. Mais l'action humanitaire ne se limite pas seulement qu'à cela. C'est aussi une idée, cela a été dit ici. C'est une éthique et c'est surtout des principes qui guident chacune de nos actions. Chaque action que nous posons sur le terrain, chaque rapport que nous produisons, chaque documentaire que nous produisons se traduit par le respect donc, de ces principes humanitaires. Et donc, M. Boré, ça fait un honneur et un plaisir d'être dans cette université pour cette première émission délocalisée, l'émission Concept humanitaire de la radio HDFM.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Merci énormément pour cette belle introduction. Alors, comme on l'a dit, nous allons commencer, et cela se fera de façon pédagogique. Avant de parler des principes, Monsieur Diallo, alors, comment a débuté l'action humanitaire? Pouvez-vous nous présenter ce qu'est l'action humanitaire et nous dire comment véritablement tout a commencé? Merci beaucoup. Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais faire rapidement un petit sondage. Quelles sont les différentes filières qui sont représentées ici dans cette salle? Est-ce que nous avons des étudiants qui font le journalisme? Oui. Majoritairement. La communication? Oui. La gestion des projets? Non. Ok. Donc majoritairement, on a des journalistes, des communicants, n'est-ce pas? Des juristes également. Excellent. Excellent à savoir. Alors, pour comprendre un peu l'historique de l'action humanitaire, pourquoi j'ai posé la question, c'est pour un peu cadrer votre secteur d'intervention à comment est-ce que vous devrez faire ou comment est-ce que vous devrez agir en tant que journaliste, en tant que communicant dans le monde humanitaire. Je disais, pour comprendre un peu l'historique de l'action humanitaire, il faut remonter un peu dans le temps, notamment dans les années 1859, où un homme d'affaires suisse du nom de Henri Dunant était en voyage en Italie pour rencontrer le prince. Et sur son chemin, il a coïncidé avec une guerre qu'on appelle la guerre de Solferino en Italie, où il a pu constater des milliers d'hommes, des militaires, qui sont blessés, agonisant, sans aucune assistance. Homme qu'il est, il a été choqué par cette situation. Il a mobilisé tous les villageois pour apporter assistance à ces militaires sans distinction. Pour rappel, la guerre de Solferino, c'est une guerre qui opposait le royaume de l'Autriche et la coalition du royaume de Sardaigne avec également aussi la France. Et Henri Dunant a demandé à tous les villageois d'aider tous les militaires qui étaient blessés et qui étaient sans assistance, sans distinction, qu'ils soient autrichiens, qu'ils soient italiens ou qu'ils soient français. Et cette action a été la base du début de l'action humanitaire. Et les populations, effectivement, se sont mobilisées pour aider tous les militaires. 4 ans après, 1863, Henri Dunant et 4 autres personnes ont créé le mouvement de la Croix-Rouge, le Comité international de la Croix-Rouge. Et depuis, cette organisation existe jusqu'à nos jours. Le Comité international de la Croix-Rouge existe. Je vous invite à faire un arrêt sur image. Regardez. Un homme a eu une vision. Un homme a eu une action. Et cette action a permis de créer des milliers d'organisations humanitaires qui continuent aujourd'hui dans le monde à porter assistance à des milliers de personnes qui sont des déplacés de force. Qu'est-ce que cela nous dit? Cela nous dit que l'individu, l'homme, les actions qu'il porte, les actions qu'il pose peuvent inspirer et demeurer éternelles. Et cela nous interpelle, nous tous, en tant que journalistes, en tant que communicants, en tant que juristes. Quelle action nous allons poser qui va perdurer dans le temps et qui va permettre 100 ans, 1000 ans après nous de continuer à avoir de l'impact. Et Henri Dunant ne s'était pas arrêté juste là. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a considéré que le Comité international de la Croix-Rouge ne répondait plus véritablement aux aspirations de l'assistance humanitaire parce que c'était dans la confidentialité. En ce moment, ils ont pensé encore à créer d'autres organisations comme Médecins sans frontières, MSF, et d'autres organisations comme Médecins du Monde, comme Première Urgence, qui ont été créées pour justement ne plus garder cet aspect confidentialité de la réponse, de l'aide humanitaire, pour justement aller à la médiatisation de l'action humanitaire. Vous voyez que les journalistes, les communicants que vous êtes, en fait, vous êtes impliqués dans l'action humanitaire depuis les années 1863, depuis les années 1949. 1949, pourquoi? Parce que justement, après la guerre de Biafra au Nigeria,
qui a aussi été l'une des guerres les plus meurtrières selon les sources, plus de 2 millions de morts. Il fallait également agir pour créer des textes, pour créer des lois qui vont cadrer justement l'action humanitaire. C'est ainsi qu'en 1949, nous avons 4 grandes conventions. 4 grandes conventions ont été adoptées qu'on appelle les conventions de Genève. En 1977, encore, 2 protocoles additionnels ont été approuvés. Et c'est l'ensemble de ces instruments, c'est-à-dire les 4 conventions qui ont été adoptées en 1949 et les 2 protocoles additionnels qui ont été adoptés en 1977, qu'on appelle le droit international humanitaire, DIH. Est-ce que vous avez une fois entendu parler du DIH? Le DIH, c'est l'ensemble des instruments, les 4 conventions de Genève et les 2 protocoles additionnels qui ont été signés, le protocole additionnel 1 et le protocole additionnel 2 qu'on appelle le droit international humanitaire. Et donc l'aide humanitaire a continué à évoluer et finalement nous avons les 4 grands principes qu'on appelle les principes humanitaires, le principe d'humanité, le principe de neutralité, le principe d'impartialité et le principe d'indépendance qui continue à guider l'action humanitaire. Alors, M. Diallo, sans vous couper, c'est très intéressant ce que vous dites. Nous avons fait un tour dans l'histoire et vous êtes en train d'évoquer les principes. Maintenant, peut-être avant d'évoquer les principes de façon pédagogique, comme je l'ai dit, comment est-ce que vous définirez ces 4 principes? Comment est-ce que vous les définirez? Ces principes sont des boussoles, ces principes permettent de guider l'action humanitaire. Vous, de par votre expérience, comment définissez-vous ces principes? Et juste après, vous pouvez nous les citer et les expliquer. Merci beaucoup pour cette question, M. Bourré. Ces principes sont les guides. Toute action que nous faisons, toute réponse que nous apportons, toute assistance que nous donnons, tout comportement que nous adoptons en tant qu'acteurs humanitaires doit être guidé par le respect de ces principes humanitaires. Tout acteur humanitaire, tout agent humanitaire, toute réponse humanitaire qui ne prend pas en compte le respect de ces principes-là n'est pas une action humanitaire. Et aujourd'hui, le respect de ces 4 principes universellement reconnus, universellement adoptés, constitue la boussole, constitue l'essence même de ce que nous faisons. On dit qu'on reconnaît le moine par son habit, n'est-ce pas? Eh bien, nous reconnaissons aussi l'humanitaire par le respect de ces principes humanitaires. Quand nous allons développer ces principes, vous allez comprendre que lorsque on est acteur humanitaire, on ne doit pas agir en dehors de ces 4 principes universellement reconnus, adoptés par l'ensemble des acteurs, qu'on soit ONG internationale, qu'on soit Agence des Nations Unies, qu'on soit ONG nationale, qu'on soit staff, tout court, nous devrons tous respecter ces principes. Qu'on soit journaliste, qu'on soit communicant, lorsqu'on fait un reportage, lorsqu'on fait un documentaire, lorsqu'on est en train de traiter un sujet, nous devrons traiter le sujet dans le respect des principes humanitaires. Et c'est pourquoi je pense, en tant que rédacteur en chef, votre rôle aussi, c'est le respect de la ligne éditoriale conformément aux principes humanitaires. C'est exactement ça. Donc, M. Diallo, c'est très intéressant, véritablement. Vous voyez, le public est là, très attentionné, on comprend, on fait un tour dans l'histoire, on explique c'est quoi les principes. Maintenant, quels sont ces principes? Et le premier principe, il serait bien pour nous que vous nous expliquiez le premier principe. Le premier principe, c'est le principe d'humanité. Et pour moi, personnellement, ce principe constitue l'essence même de l'action humanitaire parce que, rappelez-vous un peu ce que je disais, Henri Dunant a demandé aux populations locales, aux villageois, d'assister tous les militaires sans distinction d'appartenance, sans distinction raciale ou ethnique. Pourquoi ? Parce qu'il y a le principe d'humanité. Ça veut dire quoi? L'aide humanitaire doit être donnée à toute personne en souffrance, tout simplement parce que c'est une personne. Pas sur la base de sa religion, pas parce qu'il porte un habit, pas parce qu'il est noir ou blanc, parce que c'est un être humain, il est dans une situation de souffrance, de difficulté, de précarité, il est une victime
nous devrons juste lui apporter l'assistance. Ça, c'est le principe d'humanité. Et cela est extrêmement important pour nous tous. Lorsque je vous pose la question en tant que journaliste, en tant que communicant, en tant que juriste, comment parler de la souffrance des personnes sans déshumaniser ces personnes? Vous partez sur le site de déplacés de Faladi, vous regardez des gens qui sont dans une situation de précarité, de vulnérabilité. Comment couvrir? Comment donner l'information sans déshumaniser, sans porter atteinte à la dignité de ces personnes? Il y a une différence fondamentale, n'est-ce pas? Et le principe d'humanité nous pose cette question de faire tout pour ne pas déshumaniser, pour ne pas porter atteinte à la dignité des personnes. Nous devrons les assister parce que c'est des personnes et nous ne devrons pas les assister parce qu'elles appartiennent à une communauté, parce qu'elles appartiennent à une religion, parce qu'elles appartiennent à un groupe communautaire ou parce qu'elles appartiennent à un pays ou autre. Nous devrons les assister parce que c'est un être humain. Et tout être humain a droit à la dignité, à la protection, tout simplement. Et donc vous comprenez par là qu'il y a le principe universel des droits de l'homme. Nous sommes des êtres humains. Si nous sortons, nous regardons une personne dans la rue qui est blessée, une personne âgée qui n'arrive pas à marcher, une personne qui est dans une situation de difficulté, qui est mendiant, nous devons aider la personne tout simplement parce que c'est une personne. C'est un être humain. C'est ça le principe d'humanité. Monsieur Diallo, je pense qu'on ne pourra pas mieux expliquer le principe d'humanité comme vous l'avez fait. Et au-delà de l'explication donnée, comme il est dit, peut-être un petit retour, le principe d'humanité, ça veut dire on se doit d'aider l'autre, de lui apporter une aide tout simplement parce que l'autre est humain, indépendamment de toute autre considération. Son sexe, son appartenance, sa religion. En fait, on ne doit rien voir à part que la personne est un humain et du fait que la personne est une personne humaine, on se doit de lui apporter de l'aide. Et il a été très loin. Il a carrément essayé d'expliquer comment est-ce que le journaliste, lui-même dans son travail, doit faire en sorte de ne pas déshumaniser cette personne en traitant l'information. Vous voyez à quel point ça devient intéressant. Alors, M. Diallo, continuons toujours dans cette dynamique. Il y a le principe d'impartialité. Qu'entend-on par impartialité? Et surtout ce principe-là qui parfois apporte une certaine confusion, comment est-ce que cela s'applique sur le terrain? Merci beaucoup pour cette question. Le deuxième principe dont vous parlez, le principe d'impartialité. L'impartialité, ça veut dire tout simplement que l'aide ne doit pas être partielle. Autrement dit, l'aide humanitaire doit être donnée en fonction des besoins. L'humanitaire que nous sommes, ou l'humanitaire que vous allez être, lorsque vous devrez apporter une réponse à un groupe d'individus, à une communauté, vous devrez apporter la réponse uniquement sur la base des besoins. Et cela nous demande en fait un travail profond, un travail préalable, notamment tout ce qui est l'étape. Dans la gestion des projets, il y a ce qu'on appelle le cycle de gestion des projets. Et dans le cycle de gestion des projets, la première étape, c'est l'étape d'identification des besoins. Et cette réponse que nous allons apporter, on ne va pas apporter la réponse parce que c'est une communauté marginalisée, parce que c'est une communauté qui fait des revendications, ou bien parce que c'est une communauté qui appartient à une communauté de leaders. Non, on apporte la réponse par rapport aux besoins. Si c'est un problème d'éducation, si c'est un problème de santé, si c'est un problème de protection, si c'est un problème d'eau, si c'est un problème d'assainissement, si c'est un problème de nutrition, on apporte la réponse en fonction des besoins et non en fonction de l'appartenance à un groupe ethnique, à une communauté ou à l'appartenance à un leader. Donc, le principe d'impartialité voudrait que lorsque nous amenons l'aide dans un village, dans une communauté, on se base uniquement sur les personnes qui, au préalable, ont été ciblées. On participait au ciblage sur la base des critères de vulnérabilité qu'on a appliqués pour identifier le nombre de personnes que nous allons assister et apporter cette réponse uniquement sur cette base-là et non pas sur autres critères, comme des critères d'appartenance, comme nous l'avons dit. Et donc, l'impartialité voudrait dire tout simplement d'apporter la réponse sur la base
des besoins. Par exemple, lorsque nous partons à Ségou pour apporter une réponse. À Ségou, on trouve qu'il y a plusieurs communautés qui sont là. Celui qui vient pour apporter la réponse, il appartient à une communauté. Généralement, parce que nous sommes tous ici de la communauté. Nous n'allons pas donner l'aide à ce groupe de personnes parce que je fais partie de ce groupe de personnes. Si vous avez fait ça, vous avez été partial. Nous allons donner la réponse, même s'il y a des membres de ma communauté qui ne figurent pas sur la liste des bénéficiaires, nous allons donner la réponse aux personnes qui sont sur la liste des bénéficiaires. Et donc, le principe d'impartialité nous amène tout simplement à être professionnels, nous amène tout simplement à agir sur la base des critères préalablement identifiés et sans prendre part ou sans agir selon notre empathie ou bien selon notre appartenance à une communauté. C'est extrêmement important. En tant que journaliste, si vous devez faire un reportage, vous devrez aller couvrir un événement, vous n'allez pas mettre la lumière sur les personnes qui appartiennent à votre communauté. Non. Si vous avez fait ça, vous avez été partial. Vous allez mettre la lumière sur là où il y a le besoin. Sur les communautés qui sont réellement en difficulté, votre reportage doit mettre la lumière sur le besoin et non pas sur la personne ou sur la communauté ou sur l'individu. Alors, merci beaucoup, M. Diallo. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de parler que de principes humanitaires. On est carrément en train de parler de communication humanitaire. Et cela, véritablement, est très important. Au-delà des principes que vous comprenez, vous comprendrez aussi l'aspect communication humanitaire. Parce qu'à chaque fois, M. Diallo, au-delà d'expliquer les principes, essaie aussi de les appliquer en fonction de ce que vous étudiez dans les classes. Merci beaucoup, M. Diallo. Et comprenez par ce qu'il a dit, ne pas être partial, vous ne prenez pas parti. C'est toujours les besoins que vous devez mettre au devant. Les communautés ont besoin de telles choses et en fonction de ces besoins, on apporte des réponses. Maintenant, M. Diallo, nous avons le troisième principe, qui est le principe de neutralité. Et il y a toujours une certaine confusion par rapport au principe d'impartialité et de neutralité. Maintenant, quand on parle de neutralité, c'est quoi la neutralité? C'est quoi le principe de neutralité? Et en quoi ce principe est véritablement très sensible dans la réponse humanitaire? Merci beaucoup. Je pense que c'est l'un des principes les plus difficiles à appliquer. Malheureusement, parce que lorsqu'on parle de neutralité, le principe de neutralité veut dire tout simplement de ne pas prendre parti, d'être neutre. Lorsqu'on est acteur humanitaire, on ne peut pas participer au débat politique. Vous appartenez à une société, vous appartenez à une communauté, mais lorsque vous avez la casquette humanitaire, vous n'appartenez à personne. Vous enlevez votre casquette communautaire, vous enlevez votre casquette d'appartenance à un groupe, vous mettez votre casquette d'humanitaire, vous ne devrez pas participer à aucun débat politique. Vous ne devrez pas participer à aucun débat religieux. Vous ne devrez pas participer à aucun débat sur une communauté ou bien sur des tensions politiques, religieuses ou autres. Cela est extrêmement difficile. J'ai vu certains humanitaires avec des t-shirts de certains partis politiques. Je vis dans des manifestations religieuses des gens qui portent des t-shirts de certains acteurs humanitaires. On voit derrière que voilà, il y a le logo de l'organisation et voilà. On devrait faire extrêmement attention à cela. En tant qu'humanitaire, et lorsque je dis humanitaire, l'humanitaire, ce n'est pas la personne qui travaille dans une organisation humanitaire. L'humanitaire, c'est la personne qui assiste une personne qui est dans une situation nécessiteuse. Nous avons parlé du principe d'humanité. Et je disais, si vous sortez, vous regardez une personne qui est dans une situation de besoin, vous aidez la personne, vous êtes un humanitaire. Vous êtes un journaliste, vous faites un reportage sur la situation des personnes qui sont en situation de détresse, vous êtes humanitaire. Et donc, lorsque vous vous mettez dans la peau de l'humanitaire, vous ne devrez prendre parti à aucun conflit. Vous ne devrez prendre parti à aucune discussion, aucun débat religieux, politique, communautaire ou autre. Et lorsque vous partez, si vous travaillez maintenant dans une organisation et que vous partez pour donner la réponse, vous ne devrez pas prendre parti. Autrement dit, comme je l'ai dit, dire que c'est telle personne qui mérite, c'est telle personne qui ne mérite pas. Non, vous allez donner la réponse conformément aux principes, conformément aux critères, et puis c'est tout. Donc ça, c'est un principe qui est très difficile à appliquer, mais lorsque nous comprenons tous les sens de ce que nous faisons,
nous devrons toujours faire en sorte d'appliquer et de respecter ce principe humanitaire qui est le principe de neutralité. Très souvent, dans nos grains, dans nos discussions, nous faisons des débats. Et pour vous, journalistes ou futurs communicateurs, c'est tellement sensible. Lorsque vous partez pour faire un reportage, il y a une différence fondamentale entre l'information et l'opinion. Je répète, il y a une différence fondamentale entre l'information et l'opinion. Je pars à Mopti pour couvrir le site de déplacés de Sekura. Je fais mon reportage. Dans ce reportage, j'ai dit, selon les HR, plus de 30 000 personnes ont été enregistrées comme des réfugiés burkinabés au centre. C'est une information. L'information, elle a une source. L'information, elle est crédible. Vous citez. Et si vous dites, sur le site de Sekura, des milliers de personnes ne bénéficient pas d'assistance car les organisations humanitaires estiment qu'il n'y a pas suffisamment de ressources. C'est une opinion. Vous donnez votre opinion. Et il y a une différence fondamentale. Les opinions peuvent créer des tensions. Et vous êtes acteur humanitaire. Vous êtes journaliste humanitaire. Vous devrez agir selon le principe de neutralité. Autrement dit, l'information que vous donnez, vous devez donner l'information et non pas votre opinion. Parce que si vous donnez l'opinion se base sur des jugements personnels. L'opinion se base sur mon avis. Qu'est-ce que je pense? Je pense que ces personnes n'ont pas été assistées parce que les organisations disent qu'elles n'ont pas de fonds ou bien elles n'interviennent pas dans la zone ou bien ce n'est pas leur priorité. Ça, c'est mon point de vue. Ça, c'est mon analyse de la situation. Mais lorsque je donne une information, l'information, elle peut être vérifiée. L'information, elle a une source et l'information, elle est citée entre guillemets. Est-ce que vous comprenez la différence? Je pense qu'ils comprennent véritablement. Non, je ne suis pas sûr. Non, je suis certain, Président. Ils n'ont pas répondu. Alors, est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, c'est très timide. Timide parce que c'est intéressant, je me dis. Non, ça l'est. J'ai mon éditeur dans la salle, je vois qu'il est en train de cligner, ça veut dire que ça devient très intéressant. Comme on l'a dit, ce n'est pas que du monde humanitaire qu'on parle, on parle véritablement de journalisme. Alors, M. Diallo, on est peut-être un peu pris par le temps, donc ce qu'on va faire, c'est demander aux étudiants de se préparer. Il y a le dernier principe, et juste après l'explication de ce dernier principe, vous aurez la possibilité de poser les questions. Donc, vous pouvez déjà vous préparer. Donc, M. Diallo, nous continuons. Et je pense que c'est très intéressant, véritablement. Nous avons le dernier principe qui est le principe d'indépendance. Enfin, pouvez-vous nous éclairer sur ce principe et ses implications pour les organisations humanitaires? Merci beaucoup pour cette question. Et effectivement, le principe d'indépendance est un principe en fait, qui fait allusion, comme son nom l'indique, à la capacité des organisations humanitaires à ne pas être sous influence d'un État, d'un gouvernement, d'un groupe armé, dans la délivrance de l'assistance humanitaire. L'aide humanitaire ne devrait pas être conditionnée ou destinée selon même les bailleurs, parce que les États peuvent être des bailleurs, les organisations qu'on appelle les donateurs peuvent également donner l'argent, les communautés peuvent aussi donner l'argent, peu importe la source de financement, l'aide humanitaire doit être indépendante. Un gouvernement ne doit pas imposer quelle communauté il faut assister, telle personne il faut assister. Les organisations ont ce principe d'indépendance pour agir selon les principes humanitaires, selon les critères prédéfinis, pour assister toute personne qui est en situation de souffrance, en situation de danger. Et donc le principe vraiment d'indépendance est un garde-fou qui vient pour dire, oui, vous êtes un État souverain, oui, c'est vous qui donnez l'argent, mais c'est nous qui déterminons les besoins, les priorités et les personnes qu'il faut agir. Et nous ne devrons pas agir parce que c'est vous qui donnez l'argent ou même parce que c'est vous qui avez le territoire sur lequel on doit intervenir. Et donc, ça donne vraiment l'autonomie, l'indépendance aux organisations d'agir en fonction des principes, d'agir en fonction des besoins pour apporter l'assistance. Merci beaucoup, M. Diallo. Alors, s'il vous plaît, on acclame pour M. Diallo.
Je pense que nous avons énormément appris avec lui et on l'a fait véritablement de façon pédagogique. Depuis comment est née l'action humanitaire avec le père fondateur Henri Dunant, l'explication des différents principes et aussi pourquoi ces principes sont importants. Mais au-delà, M. Diallo à chaque fois a essayé d'expliquer carrément en quoi vous, journalistes, vous êtes concernés aussi par ces principes-là. Donc là, nous venons à la phase la plus importante où nous allons vous donner la parole, vous écouter. Nous allons pour un départ prendre 5 personnes. Nous allons noter les questions et donner la possibilité à M. Diallo de répondre, toujours de façon brève pour donner la possibilité à beaucoup de personnes de pouvoir parler. Est-ce que cela vous sied? C'est bon pour vous? Excellent. Alors oui, on vous suit. Oui, bonjour. C'est Jules-Henri Barthélemy Bayala. Alors, vous avez montré que l'œuvre humanitaire a pour centre l'homme. Alors, je trouve ça tellement intéressant que je me demande quel est l'apport des humanitaires dans le dialogue interreligieux. En quoi est-ce que l'œuvre humanitaire travaille, les humanitaires travaillent à montrer que l'homme vaut plus que tout en matière de religion. Merci Gilles-Henri pour cette belle question. Monsieur Barthélemy, excellent, merci. Alors, on acclame pour lui, c'était quand même une très belle question. Ma deuxième question, qu'est-ce qui peut motiver la neutralité et l'impartialité? Parce que je trouve que c'est très très difficile, c'est vraiment compliqué sur le terrain. Comment se baser seulement sur le besoin de l'homme? Sur qui a le plus besoin de l'aide? Comment ne pas prendre parti? Comment ne pas se laisser posséder par qui que ce soit? Qu'est-ce qui peut motiver un humanitaire à aller dans ce sens? Merci beaucoup, monsieur Barthélemy. Des questions qui sont vraiment très intéressantes. On va continuer en prenant 3 autres questions. S'il vous plaît, nous avons une mail là. Alors, vous vous présentez et juste après, vous dites la question. Allez-y. Je réponds à l'identité de Khadijatou Sidibé. Vous avez parlé au début de le fait de ne pas faire distinction de race, de couleur et autres. Mais quand on voit la manière dont les Blancs nous traitent de leur côté, pourquoi ne pas prendre part? Et comment dirais-je? Les Blancs nous traitent mal, les Blancs sont racistes avec nous, pourquoi ne pas les faire avec eux? Et vous avez dit aussi, un journaliste se doit neutre. En prenant parti, quand un journaliste décide de prendre parti, ça pourrait jouer sur notre carrière. Merci. Merci beaucoup. Très belle question, Madame Khadijatou Sidibé. Alors, nous continuons. Alors, toutes les questions sont importantes. Toutes les questions, sans aucune exception, sont des bonnes questions. N'hésitez pas, profitez de l'occasion et posez énormément de questions. Madame, allez-y, votre nom? Bonjour. Bonjour. Je suis Traoré Korotoumou Birama. On a compris pas mal de choses. Vous verrez, on fait les actions humanitaires pour aider. C'est quoi les objectifs vifs de ces actions humanitaires? Merci. Merci beaucoup. Une très belle question aussi. Une très belle question. Est-ce que cette aide, c'est vraiment pour les autres ou bien est-ce que c'est nous-mêmes que nous aidons? Une question à la fois spirituelle et même du sens même de ce qui est humanitaire. Alors, nous partons pour la dernière question. Monsieur, votre nom, s'il vous plaît? Jacob Sidibé. Je voulais savoir quelle est la nuance entre les organisations non gouvernementales et les humanitaires. Merci. Merci. Belle question. Alors, merci beaucoup pour ces questions. Applaudissez pour ces personnes-là qui ont eu l'audace de poser de belles questions. Merci beaucoup. Le président, M. Diallo, nous commençons par la question de M. Gilles-Henri Barthélemy. Quel est l'apport des humanitaires dans le dialogue religieux? Merci beaucoup. Je voudrais sincèrement, avant de répondre aux questions, remercier tout le monde pour l'intérêt. Les questions démontrent que vous avez suivi véritablement la conférence. Et c'est des questions qui sont très pertinentes. Et pour la première question, alors cela me donne l'opportunité effectivement d'expliquer les différents types d'organisations humanitaires que nous avons. Il faut savoir que lorsqu'une crise survienne ou surgisse dans un pays, le pays en question peut demander à la communauté internationale d'apporter la réponse, ou la communauté internationale aussi peut décider d'apporter la réponse. Lorsqu'il y a une crise, et en matière d'humanitaire, on a 2 types de réponses ou de crises qui peuvent survenir. Nous avons des crises qui sont des crises naturelles, donc tout ce qui est séisme, tout ce qui est catastrophe naturelle, tremblement de terre, sécheresse, ça on les classe dans la catégorie des crises naturelles, ou bien des crises anthropiques qui sont des crises liées à l'homme,
Autrement dit, les conflits armés, les guerres, les feux de brousse, ce sont des crises dont l'homme est à la cause. Lorsque ces crises-là surviennent, les humanitaires viennent pour répondre selon leur mandat et selon leur mission. Vous avez des ONG qui interviennent uniquement dans le secteur de la santé, comme MSF, Médecins du Monde, Première Urgence, et autres qui interviennent dans le secteur de la santé. Vous avez des ONG qui interviennent dans le secteur de l'eau et l'hygiène et assainissement, tels que Solidarité Internationale, tels que WaterAid, ainsi de suite. Vous avez des ONG qui interviennent uniquement dans le secteur de l'éducation, comme Plan International, comme autres organisations qui interviennent dans le secteur. Donc chaque organisation vient, en fonction de son mandat et en fonction de sa mission, apporter une réponse dans ce secteur. Et vous avez également aussi des organisations aussi à caractère religieux. Qu'elles soient des organisations de confession musulmane ou bien des organisations de confession chrétienne, elles viennent également aussi pour apporter la réponse également selon également aussi leur mission. Et donc vous avez des organisations dont leur rôle c'est la paix. Elles viennent, elles contribuent au processus, tandis que d'autres apportent la réponse selon leur mandat, d'autres vont donner les abris, l'éducation, la santé, d'autres aussi vont travailler également aussi sur les questions du vivre ensemble, de la paix, de la tolérance religieuse et autres, ainsi de suite. Et donc, c'est pourquoi vous avez des organisations qui sont aussi des organisations humanitaires, mais leurs bailleurs de fonds, de sources, c'est des confessions religieuses. Et c'est le rôle de ces organisations, en fait, de travailler sur les questions de dialogue interreligieux, des questions d'apport de la religion dans le maintien de la paix, du vivre ensemble, de l'autonomisation des femmes, de l'éducation de la jeune fille. Donc, c'est le rôle véritablement de ces ONG. Toutes les ONG n'ont pas pour mission ou mandat d'agir sur des questions religieuses. Chacun intervient selon son mandat. Et donc, il y a une différence entre les ONG, parce que chaque ONG a sa mission, chaque ONG a sa vie. Alors, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui peut motiver la neutralité et l'impartialité? C'est toujours de Jules-Henri Barthélemy. Donc, vous demandez d'être bref pour pouvoir répondre à toutes les questions et prendre une autre série. Alors, c'est le fondement même, comme je l'ai dit, de notre métier en tant qu'acteur humanitaire. Et nous sommes différents des autres secteurs parce que lorsqu'on est acteur humanitaire, on appartient à toute la communauté. On appartient à tout le monde. Parce qu'on peut nous déployer au Congo, on peut nous déployer à Gaza, on peut nous déployer au Soudan. Partout où il y a des crises, lorsque nous sommes humanitaires et que nous avons acquis les valeurs d'un acteur humanitaire, on peut nous déployer partout pour apporter la réponse sur les mêmes principes. Et donc, c'est une question de formation et c'est une question d'adopter ces principes humanitaires. C'est pourquoi il est extrêmement important de se former. Lorsqu'on est humanitaire, on ne peut pas agir comme si on n'est pas un humanitaire. Lorsqu'on comprend le sens de la neutralité, de l'impartialité et qu'on les adopte, on devient un humanitaire de modèle. Et donc je pense que c'est tout simplement la compréhension et l'application donc de ces principes-là en tant qu'humanitaire qui fait qu'on est obligé de respecter donc ces principes-là. Alors, la question suivante est de Mme Kadidiatou Sidibé. Elle dit « Les Blancs nous traitent mal. Pourquoi ne pas faire de même ? Prendre parti peut-il jouer sur la carrière du journaliste ?» Ok, merci beaucoup. Alors, pour Kadidiatou, je pense que c'est une très belle question. Pourquoi on ne traite pas les Blancs comme les Blancs nous traitent? J'ai envie de dire, pourquoi les Blancs aussi ne nous traitent pas comme nous aussi on les traite? Lorsqu'on est acteur humanitaire, on n'a pas de couleur. On n'est ni blanc, on n'est ni rouge, on n'est ni noir, on n'est ni jaune. On n'est ni musulman, on n'est ni chrétien, on n'est ni atheiste, on est humanitaire. Et nous devrons agir selon le respect de ces principes humanitaires. Lorsque vous êtes un acteur humanitaire, vous êtes au Mali, vous êtes formé, on peut vous envoyer, on peut vous déployer au Nigeria, où il y a des blancs. Vous devrez agir par rapport au respect de ces principes humanitaires, votre travail de neutralité, d'impartialité, pour apporter la réponse, et non pas parce que c'est un blanc ou bien c'est un noir. C'est pourquoi j'ai dit,
il faut se former, il faut connaître. On ne devient pas humanitaire comme ça. Il faut épouser les valeurs de l'humanitaire. Et même ici au Mali, il y a des blancs, il y a des noirs. N'est-ce pas? Et lorsque vous ne devrez pas traiter les gens en fonction de leur couleur, vous devrez les traiter en fonction de leur... Quand on part aux États-Unis, en France, au Canada, il y a des bonnes personnes comme il y a des mauvaises personnes. Ici aussi, il y a des bonnes personnes comme il y a aussi des mauvaises personnes. Mais notre rôle, c'est de venir en aide vraiment à toute personne qui est dans une situation de souffrance. Le premier principe humanitaire qui est le principe d'humanité. Agir pour l'humain et non pas pour d'autres causes. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon? À partir d'aujourd'hui, Khadija, ne voyez pas les blancs en mal, ne voyez pas les noirs en bien, voyez la souffrance de l'être humain parce que c'est un être humain qui mérite d'être assisté. Et bien évidemment, lorsque vous êtes journaliste et que vous prenez parti, vous enlevez votre habit d'humanitaire, la neutralité. Et cela va jouer sur votre caractère. La neutralité, c'est ce principe qui permet aux organisations humanitaires d'intervenir dans toutes les zones et d'avoir accès. Vous connaissez ce que l'accès veut dire? L'accès, c'est la capacité des acteurs humanitaires à atteindre les bénéficiaires et la capacité des bénéficiaires à venir vers les acteurs humanitaires. Lorsque la communauté, regardez-moi, lorsque la communauté vous perçoit comme une personne qui n'est pas neutre, qui prend parti pour une communauté, qui prend parti pour une famille, vous perdez votre crédibilité de journaliste humanitaire. Vous n'êtes plus crédible. Vous comprenez? Donc faites tout pour garder. Ça va jouer sur votre carrière parce qu'on va arrêter votre contrat. Ah oui, on va arrêter votre contrat purement et simplement parce que vous prenez parti. Vous allez créer, on ne va plus dire l'ONG X. On ne va pas dire Khadija. On va dire l'ONG X prend parti et l'ONG va se défaire de vous parce que vous ne représentez pas les valeurs éthiques en tant que tel, en tant qu'acteur humanitaire. Alors, M. Diallo, peut-être pour vous appuyer, parce que là, c'est aussi un peu de journalisme, au-delà de tout ce qui est aspect humanitaire, quand vous êtes journaliste, vous devez être crédible, parce que le journalisme, c'est quoi? Le journalisme, c'est la recherche de l'information pour un public donné. Et si vous donnez cette information, c'est qu'il y a un public qui vous fait confiance. Cette confiance se traduit, et c'est ce qui vous maintient, vous avez ce qu'on appelle une crédibilité. Ça veut dire, quand on dit c'est monsieur X, monsieur Y qui donne cette information, tout le monde dit ah oui, lui il est crédible. Lui il est crédible. Pourquoi il est crédible? Parce que cette personne-là, il suit le processus normal de recherche de l'information, de recoupement. Il ne dit pas ce qu'il veut dire. Donc si vous, en tant que journaliste, tout le temps vous prenez parti, on ne vous appellera même pas journaliste parce que vous ne respectez pas tout ce qui est règles de déontologie du journalisme. Et dès que vous perdez cette crédibilité, il n'y a plus de confiance, les gens ne vont plus vous écouter. Peut-être un journaliste alimentaire, comme on aime bien le dire, c'est un autre débat, mais au-delà même de l'aspect humanitaire, quand vous êtes journaliste, ne prenez jamais parti. Quand vous prenez parti, vous amenez une certaine confusion et cela détruira votre crédibilité. Donc, merci beaucoup. Une très belle question. Alors, M. Diallo, on continue. Et la question suivante est de Mme Traoré Koromutumu. Est-ce réellement pour aider l'humanitaire? Est-ce qu'on n'aide pas pour nous aider nous-mêmes? Peut-être en espérant avoir le paradis. C'est une question très, très, très pertinente. Je pense que ça mérite même des applaudissements. On applaudit. Belle question. Pourquoi? Parce que le sentiment, le ressenti, c'est que l'humanitaire gagne en retour, c'est cette satisfaction morale de dire j'ai été utile, j'ai servi l'autre, j'ai aidé mon prochain. Et bien entendu, peut-être, ça va nous donner le paradis. Peut-être, parce que je ne sais pas, voilà. Peut-être ça va nous donner le paradis. Et donc, être un humanitaire, on m'a posé la question la dernière fois dans un podcast, on me demande qu'est-ce qui me rend fier? Je dis chaque projet que nous montons, chaque projet que nous mobilisons les ressources et qu'on arrive à aider une femme, un enfant, c'est un sentiment de fierté. Et c'est cette fierté, c'est cette reconnaissance psychologique, morale, spirituelle que nous avons en tant qu'acteurs humanitaires de dire j'ai aidé mon prochain. Et cela peut nous amener au paradis, n'est-ce pas? Et donc on fait notre travail parce que c'est un travail de bienfait
de bienfaisance. C'est l'aide de l'autrui. Mais le but initial, ce n'est pas la recherche du paradis à travers l'aide humanitaire, mais l'aide de son prochain qui est dans le besoin en tant que tel. C'est ça. Mais cela n'est pas en déphasage avec la recherche également aussi donc, du paradis. On a le sentiment moral, on a le sentiment de servir son prochain, d'être utile à sa communauté et comme on dit, de ne pas mourir inutile, de ne pas vivre inutilement. Et c'est ça aussi donc, ce que nous ressentons quand nous dormons, quand nous voyons tout simplement qu'un enfant a pu survivre parce qu'on lui a donné un kit, on lui a donné des moyens de survivre à une situation, nous sommes contents, nous sommes heureux, nous avons la satisfaction morale de dire que nous avons servi notre prochain. Et donc, peut-être ça peut nous amener au paradis. Donc, merci beaucoup pour cette belle réponse. Madame Korotoumou, on t'attend dans le monde de l'humanitaire pour que nous partions ensemble au paradis. On applaudit pour elle, c'était une très belle question. Merci beaucoup, merci pour cette belle intervention. Alors, nous avons la question de M. Sidibé Jacob, la nuance entre les organisations non gouvernementales et humanitaires. Oui, c'est également une question importante. Lorsque nous parlons d'organisations humanitaires, il s'agit des organisations qui ne sont pas affiliées à un État et qui ont pour mission d'aider tout simplement les personnes qui sont en situation de déplacement de force ou en situation de crise. La différence, c'est que lorsqu'on parle d'ONG, c'est une structure morale. Ce n'est pas une personne. Une ONG est un regroupement de personnes qui constituent une structure qui mobilise des ressources pour apporter une réponse en fonction de leur mandat à un groupe de personnes. Mais l'humanitaire peut être une personne. L'humanitaire, je suis humanitaire. Il est humanitaire parce qu'il assiste également des personnes qui sont dans une situation de besoin. Et les organisations sont des humanitaires. Donc la nuance, c'est que lorsqu'on parle d'ONG, on parle spécifiquement de structure morale qui a un accord cadre avec un gouvernement qui lui accorde le statut d'organisation non gouvernementale pour agir dans une situation de crise. Mais lorsqu'on parle d'humanitaire, ça peut être juste une personne. Ça peut être une structure qui n'est pas aussi humanitaire, qui n'est pas une ONG. Par exemple, lorsque les banques utilisent leur part de responsabilité sociale pour faire un don, ces banques font de l'action humanitaire. Mais les banques ne sont pas des ONG. Donc, l'humanitaire, c'est toute personne ou structure en fait, qui pose une action de bienfaisance ou d'assistance à une personne en situation de besoin. On dit qu'on a fait une action humanitaire. Merci beaucoup. Alors, on applaudit, on acclame s'il vous plaît. Vous voyez, on vous l'a promis et la promesse est tenue. C'est très intéressant véritablement. Donc nous allons prendre juste 2 étudiants. 2 dernières questions. Je suis Soukoba Fadjala Touré en licence en journalisme et communication. Ma question est la suivante. Vous avez dit qu'on ne participe à aucun débat politique ni religieux ou autre. Pourquoi? Quel est le lien entre ces réunions et l'aide humanitaire, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Belle question. Alors, une autre personne? Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Michel Dara. En voyant ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, surtout en RDC, à Gaza ou même encore en Ukraine, ma question est la suivante. Ne pensez-vous pas que les aides humanitaires sont parfois influencées par des puissances ou même d'autres organisations malgré la présence des 4 principes de l'action humanitaire que vous venez d'expliquer? La deuxième question, c'est: croyez-vous que le principe d'indépendance est respecté? Le principe d'indépendance est respecté aujourd'hui à travers le monde. Merci. Merci beaucoup, on acclame pour lui. Alors, la question de Fadjala, c'est pourquoi la réunion et l'aide humanitaire? Maintenant, elle essaie de comprendre quel est le rapport entre tout ce qui est participation à la vie politique et aide humanitaire. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux? C'est ce qu'elle voudrait savoir. Merci beaucoup. Alors, c'est également aussi une belle question parce que si on ne comprend pas
les limites entre l'acteur humanitaire et le citoyen tout court, on peut se dire, je suis un acteur humanitaire, mais avant aussi d'être acteur humanitaire, je suis citoyen et je dois aussi participer aux débats politiques, je dois aussi participer aux débats religieux ou autres. C'est parce que tout simplement, l'action humanitaire, encore une fois de plus, est régie par des principes humanitaires. Et ces principes humanitaires, en fait, nous obligent, quand on prend le principe de neutralité, nous obligent à ne pas donner notre opinion, à ne pas prendre parti. Lorsque vous participez à un débat politique, vous allez défendre forcément votre parti. Et qu'est-ce qui se passe? Les conséquences, c'est que l'aide humanitaire ne doit pas être politisée. Les personnes que vous assistez ne devront pas avoir votre assistance parce que vous appartenez à un parti politique X ou Y. Votre comportement en tant que tel ne doit pas nuire. Après les 4 principes humanitaires, il y a aussi d'autres principes universels également qui sont adoptés, tels que le do no harm. Le do no harm, c'est quoi? C'est ne pas nuire. Autrement dit, nos actions, la réponse que nous apportons ou nos actions ne doivent pas également nuire aux communautés que nous servons. En participant, en prenant position au débat politique ou religieux, vous prenez forcément position par rapport à une situation ou bien par rapport à une crise donnée. Et les communautés, les bénéficiaires perçoivent votre assistance, perçoivent votre personnalité en fonction du parti politique ou bien de la religion à laquelle vous appartenez. Et donc cela élimine systématiquement votre neutralité, votre jugement en tant que tel. Et donc vous ne devrez pas participer à des débats politiques ou des débats religieux ou des débats communautaires ou autres. Toute action qui peut nuire à votre neutralité, vous ne devrez pas participer à cela. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas être humanitaire. L'humanitaire d'ailleurs n'est pas donné à tout le monde. Parce que pour faire de l'humanitaire, il faut aimer l'humanitaire. C'est un sacrifice que nous faisons d'aider les autres. Parce que l'humanitaire n'a pas de temps. Je n'ai pas de vie familiale en ce qui me concerne. Du lundi au dimanche, je suis au bureau. De 8h à 0h, à 2h du matin, à 3h du matin, je ne fais que travailler. Parce que j'ai décidé de consacrer, j'ai décidé d'être un acteur humanitaire. Je n'ai pas le temps pour le débat, je n'ai pas le temps pour autre chose. Je travaille uniquement en tant qu'acteur humanitaire. Et donc, retenez tout simplement qu'en tant qu'acteur humanitaire, vous ne devrez pas vraiment participer au débat ou bien à toute autre situation qui peut vous enlever votre neutralité. Et là, je vais vous demander encore, M. Diallo, d'être encore très bref. La question de Michel, c'est est-ce que l'action humanitaire est influencée par les grandes puissances quand on voit un peu ce qui se passe en RDC, en Ukraine et dans d'autres pays? La réponse est oui et non à la fois. Oui, pourquoi? Parce que, en fait, lorsqu'une situation de crise survient, les États, les donateurs, la communauté internationale a l'obligation de répondre. Le Mali, actuellement, n'est plus une crise qui est à la mode. À un moment donné, le Mali était le centre du monde entier. Toutes les interventions, tous les yeux étaient braqués sur le Mali. Après, il y a eu le Burkina. Après, il y a eu le Niger. Après, il y a eu le Tchad. Il y a le Sahel. Après, on a Soudan, on a Gaza, on a Ukraine. Et c'est de nouvelles crises qui viennent. Et forcément, la communauté internationale doit aussi aider ces personnes. C'est pourquoi je dis la crise au Sahel n'est plus une crise à la mode parce que l'argent, les fonds sont réorientés vers ces zones où on a l'obligation de répondre. Rappelez-vous, je vous dis que lorsqu'une crise survient, la communauté internationale peut intervenir à la demande d'un État ou même peut intervenir directement si cet État même contribue même à la crise, participe même à la crise humanitaire. Et donc, bien évidemment, les puissances, ce sont les organisations aussi qui sont dans ces pays, des pays puissances, qui également sont les plus grands donateurs. Et donc, bien entendu, l'aide va aller vers ces nouvelles crises-là. Dans ce sens-là, on peut dire oui. Mais je disais non, parce que le principe d'indépendance dit que, quels qu'en soient les bailleurs de fonds, quelle qu'en soit la puissance qui donne les fonds, les organisations restent indépendantes et doivent agir selon les besoins. Autrement dit, nous n'acceptons pas
pour notre principe d'indépendance également tout financement. Il y a des financements qu'on n'accepte pas, parce que ces financements ne cadrent pas avec les principes humanitaires. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Exactement. Voilà. Vous faites énormément comprendre. Merci beaucoup. Alors, on acclame pour M. Diallo, s'il vous plaît. C'est carrément un cours magistral. Moi-même qui suis assis ici, j'apprends beaucoup et je suis très heureux. Alors, nous allons donner la parole au professeur. Ce serait un crime, comme je l'ai dit, de venir en milieu universitaire et de ne pas donner la parole à un professeur. Peut-être une contribution ou même une question. Nous allons clôturer avec cette intervention-là pour le public et juste après donner la parole pour les derniers mots de M. Diallo. Merci beaucoup à M. Diallo et à toute son équipe. Moi, je suis Abari Didier Damélé, je suis intervenant ici à l'UCAO et c'est le lieu de féliciter toute l'équipe de la radio humanitaire et particulièrement M. Diallo pour ses explications et surtout professionnelles et académiques. Je pense que nos étudiants ont suivi avec un vif intérêt les échanges et certainement les rassurer qu'à l'UCAO ici, nous avons un module de communication humanitaire et que nous allons poursuivre les débats les jours à venir donc sur tout ce qui concerne la vie des associations et organisations humanitaires. Et peut-être pour apporter un petit plus aux commentaires qu'il a peut-être partagé avec vous, c'est dire que l'humanitaire, c'est une culture, c'est des valeurs et c'est aussi du professionnalisme. Et pourquoi le département a pensé à intégrer ce module? Parce qu'aujourd'hui, le secteur humanitaire est un secteur qui emploie encore beaucoup de diplômés. Donc, ceux qui voudront se spécialiser dans la communication humanitaire auront donc une formation là-dessus et comme certainement les échanges ou les questions l'ont révélé, donc vous aurez de quoi vous outiller pour intégrer ce monde. Alors, s'il vous plaît, merci beaucoup. Merci pour cette belle intervention et pour cet apport significatif. Alors, nous continuons et dans le souci véritablement de respecter le temps. Votre attention, s'il vous plaît. Nous tendons vers la fin et dans le souci véritablement de respecter le temps, nous allons donner la parole à M. Diallo pour les mots de la fin. Et juste après, parce que c'est aussi une émission qui doit passer à la radio, nous allons clôturer ici. Mais M. Diallo, vous avez la parole, vos derniers mots. Merci beaucoup. Je voudrais commencer d'abord par remercier le doyen, l'abbé Sidibé, pour accepter de nous recevoir et le partenariat avec la radio HDFM qui contribue véritablement aussi à renforcer les capacités des étudiants que vous êtes spécifiquement dans le secteur humanitaire. Cela est extrêmement important. Vous savez, les universités donnent une partie de votre formation universitaire ou professionnelle. Mais l'autre partie, c'est à vous d'aller chercher cela. Vous devrez vous intéresser aux plateformes de formation, l'auto-formation, en plus de la formation académique. Aujourd'hui, le monde a besoin de leaders. Le monde a besoin de personnes qui impactent, de personnes qui influent, de personnes qui influencent sur leur communauté. Et chacun d'entre nous, comme Henri Dunant, doit se poser la question: qu'est-ce que je fais pour ma communauté? Est-ce que ma communauté m'a éduqué, m'a formé, a fait de moi un diplômé, mais moi, qu'est-ce que j'ai donné à ma communauté? Pour moi, l'aide humanitaire doit être donnée par d'abord nous-mêmes, communauté locale. Nous devrons être les acteurs de première ligne de la réponse. L'aide ne doit pas être exportée. Non. Ou importée, j'allais dire. L'aide ne doit pas venir d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous savez comment est-ce que les organisations sont financées? Vous savez comment est-ce que les organisations sont financées? Ce n'est pas de l'argent qu'on prend dans une banque ou bien qu'on prend chez des gens ou dans les caisses d'un État qu'on amène pour financer une ONG, pour aider un enfant dans une école. Non. C'est des contribuables qui payent leurs impôts, qui donnent $20, $30, $50 par mois à des organisations pour financer les projets.
Ça, c'est extrêmement. Il faut que nous ayons la culture de la solidarité. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui, même au sein d'Amsod, de faire en sorte que les populations maliennes puissent prendre conscience de l'humanité, du principe d'humanité. Lorsque nous regardons sur les réseaux sociaux, lorsque nous regardons ce qui se passe au Mali, on se pose la question, où est passé notre humanisme? Où est passé notre humanisme? Au lieu d'aider des populations en souffrance qui sont dans le besoin, nous préférons gaspiller de l'argent dans des boîtes de nuit, dans des drogues, dans des téléphones, dans tout sauf quelque chose qui peut aider l'humanité. Et donc, c'est un message que je lance à vous en tant qu'étudiants, de cultiver en vous l'esprit de solidarité. Être humanitaire, ce n'est pas seulement travailler dans une organisation, c'est chaque fois on se pose la question, dans ma famille, dans ma communauté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aide à construire les chemins? Est-ce que j'aide à débarrasser les ordures? Est-ce que j'aide à former mes petits frères? C'est ça l'humanitaire. Donc soyez des humanitaires, participez au développement de votre communauté, formez-vous et surtout engagez-vous en tant que journaliste, en tant que communicant, à servir l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup. On acclame pour M. Diallo, s'il vous plaît. Alors, merci à toutes et à tous. Véritablement, c'était très intéressant. On a énormément appris. Vous avez été attentionnés. Nous sommes véritablement très heureux. Et moi, ma reconnaissance est tellement grande que je ne saurais l'exprimer avec des mots. Monsieur Diallo, merci pour vos éclairages et la qualité de vos réponses. Nous avons appris énormément à vos côtés. Chers étudiants, chers invités, c'était votre émission Concept humanitaire, réalisée en collaboration avec l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest ICAO sur le thème les principes humanitaires. Cette émission vous a été présentée par Yehia Bouré avec la mise en onde assurée par Salim Djouara. Merci pour votre attention et votre participation. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. Ceci étant, applaudissez pour vous. Concept humanitaire. Comprendre les principes et valeurs pour mieux servir l'humanité, car ils sont des boussoles qui guident l'action et transforment des vies. Concept humanitaire.